table ronde un peu intermédiaire. On a discuté de l'économie et de l'Europe à travers ses fondamentaux économiques, son retard éventuel, etc. Dans une demi-heure, on va avoir un débat autour de l'Europe politique. Et il nous a semblé intéressant entre les deux de prendre un petit peu de recul et de se dire, au fond, c'est bien beau d'avoir comme ça des éléments, des certitudes ou des chiffres, mais qu'est-ce que ça veut dire au fond, l'idée derrière tout ça? Quelle est l'idée européenne? Qu'est-ce qu'on recherche collectivement ou pas? Et comment on peut s'interroger dans un moment où l'Europe, évidemment, est un carrefour, comme le disait Enrico tout à l'heure. La question aujourd'hui, elle n'est pas du Frexit, du Brexit, du Dexit ou de n'importe quoi, mais elle est comment on répond aux défis qui se posent à nous et qui se posent de façon redoutable, et d'autant plus qu'on ne se les ait jamais posés. Poser la question de la défense, poser la question de la guerre, ce n'est pas des sujets qu'on avait évoqués régulièrement sur ces bancs depuis quelques décennies. Alors pour en parler, on a ce débat donc avec Nathalie Tocci et Jacques Attali. Je dirais un petit mot rapide pour les présenter. Nathalie Tocci donc, vient d'Italie, comme son nom l'indique, et elle est la directrice de l'Institut des affaires internationales, qui est à Rome. Et elle a fait toute sa carrière, au fond, entre Rome, l'Italie, et puis l'Europe, puisqu'elle a accompagné, elle a été au cabinet d'une ancienne ministre des Affaires étrangères qui s'appelait Madame Mogherini, qui ensuite est partie à l'Europe pour occuper les fonctions comment dire, de représentant de l'Union européenne pour les affaires de sécurité et de défense, et qu'elle est restée avec Borrell, donc, qui a été son successeur. Et puis bon, elle est revenue ensuite en Italie, elle a fait et elle continue de diriger l'Institut. Et elle a aussi une vision économique parce qu'elle était au bord de compagnies qui s'appellent Edison ou Leni, qui est la plus grande compagnie italienne. Voilà, alors elle a écrit beaucoup de livres, je ne vais pas tous les citer, mais son dernier s'appelle, le sous-titre c'est Weaker Europe in a A Stronger Europe in a Fragile World, et je me demandais s'il ne devrait pas faire une deuxième version sur Weaker Europe in a Dangerous World. Jacques Attali présentait l'ensemble de son œuvre, ferait qu'on j'aurais plus qu'à finir le débat après avoir fait tout ça, donc de toute façon vous le connaissez tous. Son expérience est à la fois évidemment politique, économique, intellectuelle. Il a un regard très, très personnel sur tous ces sujets. Et dans son dernier, enfin pas son dernier livre, mais l'un de ses derniers livres, il avait distingué, là aussi, sous un regard un petit peu particulier, lié à la situation actuelle. C'est un livre qui s'appelle Bienheureux soit notre monde, la bataille entre ce qu'il appelait les vivants et les sombres, qui nous ramène aussi à une lecture quand même un petit peu anxiogène, mais sans doute réaliste de la situation. Alors voilà, on n'a pas beaucoup de temps, on a pensé que c'était intéressant de centrer le débat. On pourrait, avec nos deux invités, parler d'à peu près tout, mais si on voulait centrer le débat, j'ai envie de leur demander, commençant peut-être par vous, Jacques, s'il n'y avait qu'une seule... on a évoqué plein de sujets là, au cours du précédent débat, mais à vouloir les traiter tous, on n'en traite aucun. S'il n'y avait qu'un seul sujet, lequel serait celui qui aurait, selon vous, la priorité? En effet, il y a énormément de sujets, et en choisissant un, je vais forcément éluder d'autres qui seraient tout aussi essentiels. Mais je dirais que ce qui me paraît le plus important, c'est de défendre et de faire croître et enrichir ce qui fait l'originalité de l'Europe. À l'échelle mondiale, l'Europe a apporté depuis 25 siècles des apports extraordinaires à l'humanité. Elle a apporté aussi bien des problèmes et bien des barbaries et bien des horreurs, mais elle a apporté la raison, les concepts de liberté, les institutions de la démocratie, même si elle a été elle-même en situation de nier ses propres apports par bien des barbaries. Donc je pense que le plus important, c'est de protéger cet apport dans un monde qui, dans les 30 ans qui viennent, va être tenté par l'obscurantisme, par la dictature, par la barbarie, par le chacun pour soi, par les crispations de toute nature, et tout ce que l'Europe a construit contre elle-même, en faveur de la liberté, des institutions d'équilibre, de la tolérance et du respect des diversités, va être balayé par une crispation de panique devant les enjeux de la guerre, du climat, de la technologie qui vont faire peur et qui ont déjà commencé à faire peur et qui vont entraîner une recherche de sécurité totalitaire, nécessairement enfermés dans des frontières de plus en plus étroites et qui feront nier ce que l'Europe a apporté
depuis 25 siècles à l'humanité. Et si cette flamme en Europe disparaît, si l'Europe elle-même ne continue pas dans les trois décennies qui viennent au moins, sinon les siècles qui viennent, d'enrichir son propre rapport de révolte, de révolution, de changement, d'esprit critique, de penser contre soi-même pour réinventer ce qu'on a cru inventer mais qui ne s'est trouvé pas suffisant, alors l'humanité va sombrer dans une dictature générale. L'Europe, c'est cette flamme de critique contre elle-même qui a construit une civilisation magnifique dont tous les autres sont fiers, plus exactement que tous les autres nous envient, à la fois en nous jalousant, mais aussi en souhaitant nous détruire pour que nous ne soyons pas en situation de leur rivaliser. C'est ce qu'on voit en Ukraine, avec la menace d'une dictature face à une fraction de l'Europe qui est menacée. C'est ce qu'on voit au Moyen-Orient, c'est ce qu'on voit entre Taïwan et la Chine, où c'est une civilisation d'origine européenne qui a pris d'une certaine façon place en Asie, qui est menacée. Donc l'Europe est véritablement la pointe avancée des idées démocratiques. C'est donc quelque chose de très menacé, d'extrêmement fragile, qu'il nous faut à la fois préserver. Et la meilleure façon de le préserver, c'est de continuer à innover dans la démocratie en termes de technologie et de défense, et en sachant bien sûr que sans armes, sans Europe de la défense, eh bien, il n'y aura pas de possibilité de maintenir cela. Mais si on veut faire une Europe de la défense, il faut savoir pourquoi. Qu'est-ce qu'on veut défendre? Et c'est à ce moment-là où on revient à ce que j'ai dit tout à l'heure, que l'important, c'est de savoir ce qu'on veut défendre. Et pour moi, ce qu'on veut défendre, c'est l'esprit critique et le désir de liberté. Merci. Donc en fait, derrière vos propos, moi je comprends qu'il y a à la fois, plutôt que la réponse soit la politique industrielle ou la politique énergétique, votre réponse, c'est un état d'esprit qui se traduit par une affirmation politique. Des valeurs, une façon de penser, un esprit critique sans cesse remis sur la table, et une volonté sans cesse de se rebeller contre les idées acquises et contre soi-même. Nathalie, même question. La priorité aujourd'hui, devant un amphi comme celui-là, s'il y en avait qu'une, pour essayer de centrer les choses et de les prioritariser, ce serait quoi? Bon, alors, je suis tout à fait d'accord qu'en fait, il faut protéger quelque chose, et c'est quelque chose, c'est évidemment nos valeurs. Bon, valeurs de liberté, de démocratie, et en fait, un peu l'idée de l'Europe. Mais c'est évident qu'en ces moments-là, pour le protéger, dans un contexte de guerre, moi, en fait, je dirais qu'évidemment, la priorité doit être une Europe de la défense. Alors là, c'est clair, nos continents est en guerre. C'est en fait quelque chose qu'on avait un peu oublié. On a passé presque 30 ans de désarmement. Il y avait bien sûr plein de défense et industrie de la défense, 27, un peu trop. Mais en fait, on ne se préparait pas à la guerre. On se préparait peut-être à intervenir dans quelques conflits en Afrique, au Moyen-Orient. On avait le luxe d'entrer et sortir. Donc, on ne devait pas produire beaucoup. Et on pouvait se concentrer sur des capacités à haute technologie. Parce qu'en fait, produire peu, haute technologie, où en fait, on pouvait aussi avoir un dual use de ces capacités. Parce qu'en fait, à la base, la considération qui était à la base de tout ça, et qu'en fait, toutes ces choses, on ne devait pas vraiment l'utiliser. Bon, maintenant, il y a une Europe en guerre. Elle était en guerre depuis 2 ans, mais c'est seulement maintenant, dans les dernières 2-3 mois, qu'on s'est réveillé à ce fait-là. C'est assez incroyable, mais c'est vraiment quelque chose d'assez récent. Et alors, pourquoi je me dis c'est un défi? Parce qu'on parle depuis, je dirais, 2014, d'une Europe de la défense. Et on a fait plein de choses. On a fait beaucoup d'acronymes. On a fait un PESCO, on a fait un EDF, on a fait un MPCC, on a fait plein de choses. Mais c'est clair que la méthode qu'on a suivie jusqu'à maintenant, c'est insuffisant.
Est-ce qu'il y a plus ou moins de fragmentation en Europe dans la défense maintenant où il y a 10 ans? Bon, il y a plus de fragmentation maintenant. Donc, il y a quelque chose qui ne marche pas. Il faut, en fait, prendre ces méthodes et les bouleverser complètement. Alors, lié à tout ça, je dirais aussi, bon, ce n'est pas exactement le même défi, mais c'est lié à le contexte de guerre que nous vivons, c'est l'élargissement de l'Europe. Pour beaucoup des années, bon, à partir, je dirais, de 2007, bon, il y a eu l'adhésion de la Croatie de 2013, mais sauf cette exception, dès le 2007, en fait, on pensait qu'on pouvait pas s'élargir. C'est évident, l'élargissement, c'est politiquement une dilution du pouvoir et économiquement, c'est un coût. Donc, si on pensait que les voisins, bon, peut-être ils n'étaient pas exactement très riches, exactement très démocratiques, mais ils étaient assez stables, on pouvait éviter de s'élargir. Maintenant, on s'est rendu compte qu'il n'y a pas une zone grise, une zone peut-être, comme je disais, pas exactement démocratique et prospère, mais assez stable. Maintenant, il y a une Europe de frontières. On est d'une partie de la frontière ou l'autre. Et alors là, l'élargissement qui devient une partie fondamentale d'une stratégie de sécurité est revenu à l'agenda. Jacques, est-ce que vous partagez le sentiment de Nathalie qui dit de façon très nette, on est en guerre? C'est pas forcément comme ça que tout le monde le pense. Et si on a attendu, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que non, on n'est pas en guerre. Il y en a d'autres qui sont en guerre, mais voilà. Donc c'est une appréciation. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit beaucoup revenir la référence à Munich. Bon, qu'est-ce que je pense que nous ne sommes pas encore en guerre, mais la meilleure façon d'éviter de l'être, c'est d'agir comme si on l'était. Nous ne sommes pas en guerre, mais nous devons créer les conditions pour ne pas l'être. Et la meilleure façon de créer les conditions pour ne pas l'être, c'est de prendre acte du fait que nous ne sommes pas prêts. Ça ressemble beaucoup aux années 30 de ce point de vue, pas prêts du tout. C'est pour ça que depuis des années, je plaide pour une mobilisation générale, pour se mettre en économie de guerre, pas seulement sur le terrain de l'armement, mais de façon plus générale, d'un réveil qui nous mettrait en économie de guerre dans beaucoup de sujets sur lesquels on est absolument démunis. Et nous qui sommes défenseurs d'une société très particulière, si nous n'avons pas peur de perdre cette spécificité, cette liberté, cette joie de vivre, cette capacité à créer une société culturellement libre, si nous n'avons pas cette peur, on n'aura pas cette mobilisation. Si on a le sentiment que ça, c'est pour toujours, on n'aura pas cette capacité de se mobiliser. Oui, il faut se mettre en économie de guerre. Ça suppose de ne pas confondre avec les fonctions de l'Union européenne avec les fonctions de l'OTAN, ni avec la question de l'élargissement, qui est un autre sujet. Ça fait très longtemps qu'on parle d'une armée européenne. Moi, j'étais à l'origine, bien avant que tous ceux qui sont au CELSAT soient nés, puisque j'ai fait partie de ceux qui ont créé la brigade franco-allemande il y a exactement 40 ans. Bon, la brigade franco-allemande il y a 40 ans, on pensait que quelques années plus tard, on allait avoir une armée franco-allemande. On ne l'a jamais eu, cette armée franco-allemande. Donc, il y a eu des moments où on était parti pour faire, puis on n'a pas fait. Et on n'a pas continué, on n'avait pas été assez loin. Et aujourd'hui, ça fait 50 ans qu'on sait ce qu'il faut faire. Une armée européenne avec des moyens, à l'intérieur de l'OTAN, ayant sa propre spécificité, avec une industrie de la défense où les Européens achèteraient les armes aux Européens et pas aux Américains. On sait très bien ce qu'il faut faire. Mais on ne le fera pas si on n'a pas cette conscience aiguë de ce qu'on risque de perdre. Et ce qu'on risque de perdre, c'est tout simplement la liberté. On risque de voir notre niveau de vie s'effondrer, on risque de voir la démocratie disparaître, on risque de voir des dictatures à nos frontières nous imposer notre mode de vie. C'est ça qu'on risque de faire. Et si on dépend du vote du Minnesota ou de quelques électeurs de Floride pour savoir si on va être défendu, on s'est perdu. Or, c'est de ça maintenant. Il faut que les Européens prennent conscience. Nous avons un mode de vie unique et nous sommes seuls. Je pense que c'est la prise de conscience essentielle. Si nous avons cette prise de conscience,
le reste en découle. Mais cette prise de conscience n'est pas là. On regarde les élections américaines avec amusement, mais on n'a pas pris conscience que nous sommes seuls depuis longtemps. M. Obama n'était pas moins anti-européen que M. Trump. Il était peut-être tout autant même, sinon plus. Donc l'Amérique n'est plus là. Et pour autant, on n'en a pas pris conscience, et on n'a pas pris conscience de tout ce que nous avons à défendre. Et même si nos valeurs sont critiquées, y compris à l'intérieur, et elles méritent de l'être, nos valeurs méritent d'être défendues, et si on n'est pas prêt à mourir pour ces valeurs, rien ne se fera. C'est d'ailleurs la question clé. On ne peut pas parler d'une Europe de la défense si on ne parle pas d'abord de la question qui est prêt à mourir, pourquoi? On l'a vu en 1940, qui était prêt à mourir, ils n'étaient pas nombreux. Pourquoi? Ils n'étaient pas nombreux non plus. Donc c'est cette question-là qu'il faut se poser. Et aujourd'hui, on n'a pas assez dramatisé la question pour que la question de l'Europe de la défense ne soit pas un gadget de plus, comme on l'a connu tous les 10 ans depuis 50 ans. Nathalie, vous disiez tout à l'heure, ça a marché, on faisait des choses. En fait, il y avait que deux pays qui faisaient des interventions. Il y avait la France et les Anglais. Les Anglais sont plus dans l'Union européenne. Vous me direz, bon, c'est pas grave. On parle de la défense qui dépasse le cycle cadre de l'Union et les Anglais. Mais Jacques vient de faire allusion aux États-Unis. Tout à l'heure, au cours du débat, Stéphane Boujna disait que le monde avait changé, qu'on n'était plus, on est un Occident qui, je ne sais plus si c'est ou Enrico, on est un Occident qui, il y a 30 ans, était un facteur dominant, était la référence et qui donnait des leçons à la Terre entière. Et aujourd'hui, la Terre entière s'en fiche beaucoup. Modi, lorsqu'il fait son grand discours il y a un an, explique que le Global South, c'est lui, que l'Asie, c'est lui, voilà. Et il n'y a pas un seul mot sur l'Europe qui n'existe pas à ses yeux sur le plan géostratégique. Donc, dans ce contexte-là, comment on peut imaginer, avec l'élection de Trump, c'est vrai, je crois que Jacques a raison, c'est angélique de penser que Obama était pro-européen alors que Trump ne le serait pas. Ils sont les deux pour l'America First à leur façon, dans un monde qui a décalé et qui passe maintenant à leurs yeux par l'Asie et par le Pacifique. Donc dans ce contexte-là, qu'est-ce qu'on peut espérer arriver et pas dans 20 ans, parce que c'est quand même très long à faire, et le problème, le danger que vous signalez, il est maintenant, là, tout de suite. C'est pour ça que je disais que je crois qu'il y a un problème de méthode. La méthode qu'on utilisait peut-être fonctionnait dans un monde où on avait 20, 30, 40 ans pour se construire bottom-up. Parce que je disais, on a fait des choses. Et en fait, c'était une méthode, si on peut utiliser une analogie, on était un léopard et on pensait que les tâches du léopard, qui étaient les défenses de 27, se vont élargir. Et le léopard, arrivé à un moment, ça devient une panthère. Bon, il faut que la panthère existe aujourd'hui. Alors là, il faut invertir le méthode. Comment invertir cette méthode-là? Il y a des questions qui concernent le financement. C'est évident qu'il faut aller dans la direction d'un Next-Gen EU-like pour la défense. Bon, on parlait de Eurobond pour la défense, donc ça c'est nécessaire. Il y a une question institutionnelle. Et alors là, il y a la réflexion aussi intéressante qui concerne l'OTAN. Parce que jusqu'à maintenant, on a eu l'OTAN qui, en fait, avait un actionnaire majoritaire qui était les États-Unis. Mais peut-être ces actionnaires majoritaires s'en va. Et alors, il faut réfléchir. On a ces structures-là, peut-être, tandis que s'inventer quelque chose de nouveau, utiliser ce qu'il y a là, mais avec une actionnaire majoritaire européenne. Alors l'idée du pilier européen dans l'OTAN, surtout dans un monde où les États-Unis ne se occuperont plus de la défense de l'Europe, c'est quelque chose de considéré en fait.
Alors, on est dans un amphi où, en gros, la moyenne d'âge entre ceux qui sont sur la scène et ceux qui sont dans la salle est quand même assez large. Mais vous disiez tout à l'heure, Jacques, qu'il faut savoir pourquoi, si on est prêt à mourir pour ses idées. Il est clair que ceux à qui vous demandez de mourir, ils sont plutôt dans la salle qu'à la tribune. Qu'est-ce que vous avez? Comment pensez-vous? Comment partons parler aujourd'hui aux jeunes de ce que ça veut dire, l'idée d'être prêt à... Non, je ne crois pas que ça soit ça, parce que si on avait à mourir, ce serait de bombes qui nous toucheraient tous, et pas de fantassins en première ligne de combat comme à la guerre de 14. C'est plus du tout le même sujet. Nous sommes tous concernés de la même façon, même si ceux qui ont une espérance de vie plus longue ont peut-être plus à perdre que ceux qui ont une espérance de vie plus brève. Non, je pense qu'il faut savoir si ça vaut la peine, et c'est frappant de voir qu'en 40, 41, 42, il y a des gens qui n'ont pas hésité une seconde. Souvent, d'ailleurs, frères et sœurs ont pris des décisions inverses, choisissant le camp de la collaboration ou le camp de la révolte, de savoir ce qui mérite qu'on fasse pour survivre, ou plus exactement pour faire que notre civilisation survive. Est-ce qu'elle mérite de survivre? Ma réponse est oui, et ma réponse est elle est très menacée. Et tant qu'on n'a pas pris cette conscience, tant que nous sommes idéologiquement qu'une colonie du soft power américain ou du soft power asiatique, parce qu'on est aussi très impressionné par le soft power asiatique, on ne fait rien. Donc, moi, je pense qu'il faut d'abord prendre cette conscience. On ne fera rien sans peur, mais il ne faut pas que la peur nous envoie dans une mauvaise direction. Il faut avoir peur. Oui, il faut avoir peur. Il faut avoir peur des enjeux du climat, il faut avoir peur de la guerre, il faut avoir peur de tout ce qui menace, mais face à la peur, il ne faut pas être paralysé, il ne faut pas être collabo, il faut résister. Et la résistance, ça suppose à ce moment-là de définir une mobilisation, une économie de guerre, des choix radicaux. Par exemple, moi je suis très favorable en principe à l'élargissement de l'Europe. Je trouve qu'aujourd'hui, l'élargissement de l'Europe est une très mauvaise idée. Et je le dis à mes amis qui ne sont pas dans l'Union européenne, je trouve que c'est une très mauvaise idée parce qu'on a mieux à faire en ce moment, qui est de nous rassembler entre ceux qui sont là pour créer une Europe de la défense, plutôt que de perdre notre énergie à faire entrer d'autres qui entreront le moment venu lorsqu'on aura créé une Europe de la défense. Je le pensais d'ailleurs dès 90-91, où je pense qu'on a cédé aux Américains qui ont voulu un élargissement très rapide pour affaiblir l'Europe. L'élargissement a été une façon de tuer l'Europe. Heureusement, ils n'ont pas réussi à le tuer. De tuer l'Europe pour nous empêcher de nous construire en tant qu'Europe politique. C'est pour ça qu'en 91-92, on avait proposé la Confédération politique européenne, qui aurait été une façon de rassembler les pays européens qui n'étaient pas dans l'Union et pour nous permettre d'avancer vers une union politique entre un petit nombre de pays. Et qu'aujourd'hui, je pense qu'il faut distinguer trois institutions. L'Union européenne, comme elle est, une Confédération européenne avec les autres, et l'OTAN, avec ou sans les États-Unis, qui est notre institution de défense. On n'a pas besoin d'élargir, on a beaucoup d'autres choses à faire entre nous que d'élargir en ce moment. Il faut se concentrer sur la défense, la défense, la défense. Réaction, Nathalie? Alors, sur la relation, je dirais, entre l'enlargissement et l'intégration. C'est évident que dans le passé, il y avait en fait beaucoup de gens qui soutenaient l'enlargissement étaient il avait une idée stratégique de l'Europe, mais surtout c'était aussi une façon de diluer l'Union européenne. Non, c'est pas par hasard que les Britanniques soutenaient l'enlargissement. Bon, après, il y a eu l'enlargissement à l'Est. Et après, on a commencé à dire, bon, il faut s'arrêter, il faut se réformer, il faut s'intégrer. Et après, on peut prendre en considération un autre enlargissement. Mais quelle est l'histoire de 2007 jusqu'à maintenant? Est-ce qu'il y a eu des réformes, une intégration plus profonde? Non. Non, Oui, il y a eu, bien sûr. Il y a eu tout ce qui s'est passé autour de la monnaie européenne, de la gestion du Covid, des grands fonds d'investissement qu'on a mis en place. Non, il y a eu beaucoup de choses. Il y a même eu en matière de défense la création d'un fonds de défense. Non, il y a eu, pas assez, mais il y a eu. Oui, mais c'est que je dis que c'est pas... on n'a pas fait des réformes pour rendre l'Europe prête
à l'enlargissement. On disait non, il faut faire encore, il faut attendre, il faut attendre. Et c'était un peu, non, attendre Godot. Bon, maintenant qu'on se rend compte que l'enlargissement est une priorité stratégique pour des raisons extérieures, pas intérieures, hein, parce que le continent est en guerre, ce que je pense, c'est cette stimulus qui doit devenir la raison pour laquelle on fait des réformes. Alors, utilisons la nécessité stratégique de l'enlargissement pour faire les réformes institutionnelles, surpasser l'unanimité, réformer des politiques comme par exemple la politique agricole commune. Oui. Bon, il faut utiliser la nécessité, quelque chose qu'on doit faire, on n'a pas le choix, hein, mais pas seulement pour faire ça, mais pour l'utiliser comme opportunité à approfondir l'Union européenne. Je ne crois pas que l'élargissement soit une nécessité stratégique du moment. Dans la mesure où on a des choix à faire, pour moi, le choix stratégique majeur, c'est de se concentrer sur l'Europe de la défense. Le reste passera après. Puis j'ai du mal à imaginer qu'il fasse faire monter sur un bateau qui menace d'être attaqué des gens qui sont sur un autre bateau et qui, pour l'instant, pour être défendu par notre bateau, si notre bateau se dotait des moyens de défense. Non, je ne pense pas que ce soit... Si. On a des choix à faire. On ne peut pas mener 50 combats à la fois. Je pense que le combat du climat est un combat essentiel, le combat de la défense est un combat essentiel, l'élargissement n'est pas un combat prioritaire. Je le dis, j'ai beaucoup d'amis dans les pays qui frappent à la porte et qui ne seront pas fâchés, pas contents d'entendre ce que je dis, mais je crois que puisqu'on a des choix à faire, le choix stratégique majeur, c'est tous nos efforts sur l'Europe de la défense. Voilà, on a jusqu'à présent, au cours de cet après-midi, respecté nos horaires. On va le faire une fois de plus. C'était pas, enfin, je pense quand même que c'est bien la première fois que si dans cet amphi, un débat sur l'Europe, on conclut que quand même la priorité c'est la défense. C'est quand même un signe des temps et je pense que c'est un signal important et fort. Merci à vous. Et la question c'est défendre quoi? C'est ça. Oui, Défendre les valeurs, oui. C'est le point du départ de tout. Merci beaucoup. Merci à tous.